Eh bien, nous nous retrouvons dans le studio avec les mêmes invités. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et président honoraire. D'honneur. D'honneur, oui. C'est beaucoup mieux. Président d'honneur, pardon. Le pasteur Blanchard, notre ami fidèle Jean-Paul Chériguès de Olmeta. Parmi les fidèles. Parmi les fidèles. Et Arnaud Naudin. Il est arrivé encore beaucoup de messages. Michel, je crois qu'il faut commencer par là. Par lire une série de messages. Un auditeur, merci pour votre extraordinaire combat politique au sein de la France durant tant d'années. Vous êtes un homme d'exception. Un auditeur, merci de cette superbe émission que l'on aimerait que la France entière entende. Un auditeur, salutations à Jean-Marie Le Pen et merci à Gérard Marin de l'avoir invité. On ne pouvait pas célébrer le bicentenaire de la terreur. Un auditeur, oui, le collège unique continue de faire tous les jours des dégâts. La méthode globale ou semi-globale qui est catastrophique pour la plupart des élèves qui ne comprennent pas au collège ce qu'ils lisent, sans parler de l'ignorance de l'histoire de France. Merveilleuse émission. Merci à Radio Courtoisie. Un auditeur, les États-Unis sont une fédération tenue pour un modèle par les européistes. Va-t-elle mieux que l'Europe non encore fédérée? Serons-nous en meilleure santé si nous devenons une sorte d'union soviétique? Un auditeur, ne pensez-vous pas, Monsieur Le Pen, que ce qui arrive à la France vient de différentes influences étrangères, surtout américaines? Un auditeur, les médias tentent de faire croire que le programme économique du Front National a changé sur le fond, sous-entendant ainsi qu'il est opportuniste. Pourtant, à écouter les discours du président Le Pen dans le passé, je ne vois pas de changement de doctrine fondamentale. Le Front National est libéral car favorable à la libre entreprise, mais dans le cadre national, raisonnablement protégé de la concurrence déloyale, ce qui implique un fort rôle régulateur de l'État. Il n'y a donc pas de schizophrénie libérale étatiste au front. Exactement compris, très bien compris. Un auditeur, M. Delanoë, a souhaité pathétiquement que l'on retire au moins 2 fêtes chrétiennes du calendrier pour les remplacer par des fêtes juives ou musulmanes. Qu'en pensez-vous? Quelle est la position du Front National et que peut-on faire pour s'y opposer? Un auditeur, émission formidable, Bernard-Henri Lévy a dit à M. Benamou dans Globe en 1985, je cite, « Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites, bien sûr, tout ce qui est terroir, bourré, bignou, bref, franchouillard ou cocardier, nous est étranger, voire odieux. » Un auditeur. Tout est dit, là. Salut amical et fraternel depuis Moscou d'un auditeur de Radio Courtoisie qui écoute en direct la passionnante émission en cours avec le président Le Pen. La technologie permet aussi le rayonnement de la langue française au travers du monde entier. Une pensée toute particulière pour mon ami le pasteur, avec qui j'ai battu le pavé parisien ces dernières années, avec Jeannie Le Pen également, au service de nos compatriotes en détresse. Alors, il s'agit de l'ancien secrétaire général qui, pour cause de mutation, a quitté le secrétariat général pour aller prendre sa charge à Moscou. Et je lui ai dit hier au téléphone que je passais avec vous. Il nous écoute de Moscou. Alors, Monsieur Le Pen, aimez-vous les écrits de Joseph de Maistre, cet immense écrivain français? N'aurait-il pas des analyses pertinentes aujourd'hui? Et une auditrice, le Front National a-t-il l'intention d'intenter un procès au chanteur qui a affirmé que les électeurs du Front National sont des... Fils de pute. C'est fait. Le procès est engagé. Etc. Voilà. C'est le moment où tu vas être contente. Il y a un nom, donc c'était sur la 6, et puis Mathieu Madénian. Oui, il a un nom arménien, je sais pas. D'autres messages. Alors, un grand merci à Gérard Marin de recevoir Jean-Marie Le Pen, enfin. Il nous manquait sur Radio Courtoisie. Une petite correction à la citation de l'expression de Marie-Josée de Bravoura. C'était le non-art officiel abscon et non abstrait. Et le mot abscon donne toute sa saveur à la formule de cet regretté artiste qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Oui, pardon, cher auditeur ou chère auditrice. Effectivement, c'était le non-art officiel abscon. Voilà.
Comme la Lune. Comme la Lune. Un auditeur, Monsieur Le Pen, pourquoi avoir abandonné les fondamentaux? Et un auditeur, Monsieur Le Pen, pense-t-il que l'Iran sera attaqué par les États-Unis? Sinon par les États-Unis, peut-être par d'autres. Mais je n'ai pas abandonné, tout de suite je veux rassurer, ne pas du tout abandonner les fondamentaux, pas du tout. Je voudrais qu'on me dise à quel moment ou sur quel sujet on a changé fondamentalement. Les fondamentaux du Front National restent les mêmes, mais encore une fois, la présentation doit s'adapter au temps et aux circonstances. On n'a pas la langue de bois et qui est unique dans toutes les consultations, tous les moments et tout au long des siècles. Non, ce n'est pas le Coran, le programme du Front National. On ne l'apprend pas par cœur tout au long des siècles. Alors, puisqu'on est dans les questions qui peuvent fâcher, je vais traduire pas mal de questions que j'ai entendues poser par beaucoup de Français, et pas seulement des auditeurs de Radio Courtoisie. On a dit, Jean-Marie Le Pen, que malgré vos capacités indéniables de chef et votre ténacité, malgré la force, la lucidité de vos combats et la pertinence de vos avertissements, vous n'avez jamais souhaité, au fond, conquérir le pouvoir. Est-ce vrai? C'est absurde. C'est ce qu'on a toujours entendu. C'est pour ça qu'il faut répondre. Ça, c'est de la parole verbale. Le Front National, dans le meilleur cas, n'a jamais dépassé 18%. Bon, avec 18%, on ne peut pas prendre le pouvoir dans un régime démocratique, n'est-ce pas? C'est clair. Bien sûr que j'ai toujours pensé, espérer conquérir le pouvoir, mais avec réalisme, j'ai su aussi que ce qui était essentiel, c'était de tenir. Parce que je crois que le grand mérite du Front National, ça a été sa durée. Dans une famille politique, qui est celle que nos adversaires baptisent d'extrême droite, dans cette famille politique où les talents ne manquent pas, quelquefois pullulent même, eh bien, c'est souvent la division, souvent la concombrite, n'est-ce pas? Les gens, chacun se croit le chef, le Führer, le Napoléon. Et bien souvent, les convictions ne résistent pas à une difficulté, à une contradiction, à une déception. Or, la vie, c'est la durée. Le bateau de mon père s'appelait Persévérance. Et je crois avoir été persévérant, ayant compris que pour créer un mouvement politique qui fut différent du gaullisme, différent du socialisme et différent du centrisme, il fallait durer. Être et durer, c'est d'ailleurs la devise d'un de nos régiments de parachutistes, être et durer, rester dans une ligne qui était la ligne nationale, qui était à ce moment-là conspuée, combattue, méprisée, attaquée, mais dont je pensais qu'elle était la clé de l'avenir et de la sauvegarde de notre pays. Et ça, je crois que ça dure depuis 40 ans, et le Front National a, malgré ses adversaires, malgré les trahisons, malgré toutes sortes de choses, il s'est maintenu dans la droite ligne de la défense des grandes valeurs nationales. Et je dirais que de plus en plus de Français, heureusement, se rendent compte aujourd'hui que vous aviez raison. Prendre le sondage qui n'est pas de moi, mais qui donne à Marine 44% des ouvriers. Oui. Or, je savais que j'arrivais en tête pour les jeunes, les ouvriers et les chômeurs, mais que Marine puisse, dans un sondage, avoir 44% des ouvriers, ça, c'est vraiment une espérance pour demain, parce que même si les ouvriers sont moins nombreux dans notre pays, même s'ils ont perdu souvent comment dirais-je, le sentiment de la noblesse de leur métier. Vous vous souvenez, autrefois, c'était les métallos, les cheminots, les mineurs, les marins-pêcheurs, etc. Il y avait des collectivités avec des valeurs qui leur étaient propres aussi, et qui étaient des valeurs du travail. Eh bien, malgré cela, ça reste quand même, avec les agriculteurs, avec les artisans, avec les commerçants, ça reste le fondement populaire de notre pays. Et si nous conquérons l'âme de ceux-là, alors le reste viendra. Regardez, Jean-Marie Le Pen, quand même, ces travailleurs qui vont jusqu'à faire la grève de la faim pour conserver leur emploi, il y a quand même quelque chose de... mais vous voyez, une chose, par exemple, Berre, n'est-ce pas, l'étang de Berre, la raffinerie Shell à Berre,
ferme ses portes. Parce que Shell dit, nous n'avons pas trouvé d'acheteur, n'est-ce pas, pour cette raffinerie. Eh bien, la première réaction, très vive, très argumentée, a été faite par mon collaborateur Gérald Gérin, qui est natif de Berre et candidat à Berre. Eh bien, il a fait la première réaction, elle était passée sous silence. On a amené à la télévision un socialiste et un communiste. Parce que on leur reconnaît dans les milieux médiatiques, il y a une espèce de tradition qui veut que ce soit les socialistes et les communistes qui soient les interprètes de la volonté des travailleurs et en particulier des ouvriers, ce qui est faux. Il y a toujours eu une majorité d'ouvriers nationaux dans le pays, toujours. Alors on dit aujourd'hui, enfin ce sont les sondages, certains sondages qui nous le révèlent, que si l'immigration et la substitution de population qui s'ensuit est gravissime, si l'insécurité non seulement n'a pas diminué, mais a gravement augmenté, quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois à Marseille, entre autres, et ailleurs, c'est quand même quelque chose d'épouvantable. Donc tout cela préoccupe énormément, bien sûr, les Français. Mais d'après ces sondages, la première préoccupation, la première angoisse, c'est le chômage. Alors, que pensez-vous justement de ce que dit Marine Le Pen? Le chômage est la conséquence sociale d'une situation économique déséquilibrée, à savoir de cette concurrence mondiale qui nous est faite par des pays qui n'ont pas les mêmes charges ni les mêmes coûts de production que nous et qui nous vendent ce que nous produisions chez nous. Or, et souvent de mauvaise qualité, entre autres. Oui, mais même quand ça n'est pas de mauvaise qualité, la Chine fait tout dans le monde maintenant, n'est-ce pas? Pour la bonne raison, je me souviens avoir vu un jour un ouvrier, d'ailleurs, qui était devant une machine qui fabriquait des chemises. Il en faisait, je crois, 12 000 par semaine, n'est-ce pas? Bon. Et on lui disait, alors, combien gagnez-vous? 80 € par mois. Et combien d'heures? 14 heures par jour. On disait, c'est dur. Ah, il disait, oui, quand même, la 14e heure. Bon, ben voilà, tout est dit, si vous voulez. Et certains sont dans des espèces de casernes. Hein, alors, absolument. Alors, nous nous sommes livrés, l'Europe et nos dirigeants nous ont livrés pieds et poings liés. Le marché intérieur a été conquis par l'étranger sans que nous soyons en mesure de conquérir par notre qualité et par nos prix. Parce qu'il y a ça qui joue, n'est-ce pas, les marchés extérieurs. Par conséquent, l'œuvre de reconstruction de la France va d'abord être de reconquérir le marché intérieur. Ne faire tout ce que l'on peut chez soi et on exporte la partie dans laquelle on est la plus performante ou le moins disant sur le plan des prix et tout ça. Mais la mondialisation de l'économie est une catastrophe. C'est l'application des théories pré-marxistes, n'est-ce pas? Et la spécialisation de la production est en train de nous vider de notre substance. Nous qui avons tout de même un niveau de vie social extrêmement coûteux dans son principe lui-même, mais dans ses extensions, puisque nous admettons de servir la sécurité sociale à tout le monde, même aux clandestins. Il y a des crédits spéciaux. L'AME, scandaleux. L'AME est réservé aux gens qui n'ont pas le droit d'être en France. Alors quand on a ces générosités-là, eh bien on n'est pas en mesure de s'aligner sur la concurrence mondiale. Alors il faut retrouver nos frontières qui ne sont pas des lignes Maginot, qui ne sont pas des barrages, qui sont des comment dirais-je, des volants. Des écluses. Des écluses, oui. On laisse rentrer, on ferme, on passe selon. Voilà, c'est un peu comme nos fenêtres en hiver ou en été, elles sont grandes ouvertes, fermées ou entrouvertes. C'est cela que nous voulons faire, et c'est ça qui est la sagesse, c'est ce qui a été fait tout au long de notre histoire, tout au long de la vie de nos nations, et nous avons par erreur cru à la possibilité d'une prospérité supplémentaire dans un marché mondial. Eh bien nous nous apercevons qu'au contraire, nous avons perdu à la fois le travail, d'où les chômeurs. Nous avons 5 millions de chômeurs, n'est-ce pas? 5 millions de chômeurs. Les causes en sont bien sûr qu'une grande partie du travail est pris par les immigrés, bien sûr qu'ils sont prêts à travailler
pour moins cher. Voilà. Et c'est pour ça que Mme Parizeau, porte-parole du grand patronat, a écrit un livre contre Marine Le Pen. Je dirais que c'est un cadeau extraordinaire. Et devenir la bête noire du grand patronat. Et quand on est candidate à la présidence de la République, c'est un cadeau somptueux. Bien sûr. Eh bien, la vérité, le grand patronat, c'est ce qu'il fait. Parce que la politique nationale, ce serait la diminution des profits des grandes entreprises mondialistes qui font leurs bénéfices partout, mais qui placent les bénéfices dans les endroits où ils sont fiscalement les plus intéressants. C'est ceci que la pauvre Grèce. Enfin, les Grecs sont probablement la première marine du monde, pas première marine commerciale du monde. Malheureusement, les armateurs grecs n'ont pas leurs bateaux en Grèce. Ils ont leurs bateaux à Panama, au Libéria, sous des pavillons de complaisance. Ils ne sont pas là. Et donc, y avait, je me souviens, vous vous souvenez avoir été choqué comme moi par tous ces bâtiments en Grèce avec les tiges de fer qui sortaient des toits, parce que tant que la maison n'était pas terminée, eh bien, on ne payait pas d'impôts locaux. Bon, c'était je m'en foutisme, quoi, la vérité. Mais avec la complicité de l'Europe. L'Europe a été complice de tous ces débordements, de tous ces gaspillages, dans le but exclusif d'attirer un plus grand nombre de pays dans l'orbite du fédéralisme européen. Voilà la vérité. Alors, le chômage, il y a d'autres raisons au chômage. Il y a aussi l'enseignement. Il faut qu'on admette que l'enseignement prépare au travail. Que c'est très joli d'avoir, et encore faudrait-il que ce soit le cas, une culture générale. C'est un luxe d'avoir une culture générale en dehors de toute rémunération. Une culture générale gratuite, c'est un cadeau exceptionnel, mais un pays ne peut pas se payer ça à l'échelon de l'ensemble du pays. Et le travail, c'est l'école, c'est l'apprentissage de la profession. Ça n'exclut pas une zone importante de culture générale latérale, en quelque sorte collatérale, mais ça ne peut pas se faire à la place de l'apprentissage du travail. Voilà. Alors, je crois que nous avons une conception complètement erronée, une valorisation excessive de l'université, avec, je crois, des performances de plus en plus médiocres à tous les niveaux, et ceci quand même en grande partie à cause du pullulement migratoire qui emplit les écoles de gens qui n'ont pas les mêmes niveaux d'instruction, les mêmes niveaux, les habitudes de comportement, et puis une espèce tout de même de laisser aller du corps enseignant, et acquis aux idées de gauche, et se battant très souvent, on a au moins le sentiment, pour leur intérêt propre d'enseignant plutôt que pour la grande mission. Moi, j'ai été à l'école des curés, j'ai été à l'école laïque, j'ai été chez les jésuites, j'ai été au lycée. Eh bien, moi, quand j'étais encore dans mon temps, tous ces gens-là étaient dévoués à la transmission du savoir, à la réussite scolaire des examens, qui étaient sérieux, sévères, et qui comportaient des échecs. Et puis, quand on n'était pas capable de poursuivre des études, eh bien, on s'orientait vers des métiers passionnants et très utiles. Vous savez, moi, mon grand-père Le Pen ne savait ni lire ni écrire. Mais ça n'a pas empêché. Il était né en 1875, n'est-ce pas? Mais ça ne l'a pas empêché d'être patron-pêcheur, c'est-à-dire de gagner sa vie, d'élever une famille, parce que maintenant il ne pourrait pas, parce qu'il faut des examens. Voilà. Il faut maintenant bac plus 3 maintenant pour être patron-pêcheur. Bon, à ce moment-là, on ne demandait pas. Mon père est parti à l'âge de 13 ans comme mouche sur un trauma capornier, et en emportant son dictionnaire que j'ai gardé comme un trésor parce qu'il est relié en toile à voile, n'est-ce pas? Il a fait 2 ou 3 fois le tour du monde. Eh bien, le travail, il faut être intelligent pour être patron-pêcheur. C'est pas les nuls qui sont patrons-pêcheurs, mais à la vérité, c'est la rémunération qui fait. On critique souvent les Américains en disant bah oui, mais ils alignent tout sur la rémunération. Mais enfin, il est bien évident qu'il faut que le plombier et le marin-pêcheur de qualité soit mieux payé que l'avocat de mauvaise qualité. Exactement. Voilà, systématiquement, l'avocat ne doit pas forcément être mieux payé que le plombier. Alors vous l'avez dit. Dans la réalité, c'est ça. Oui, c'est pas le cas. Mais seulement, bien souvent,
Nous avons affaire à des gens qui se disent plombiers, ou qui se disent, comment dirais-je, jardiniers, qui n'en ont pas les connaissances. N'ont pas la formation. Ils font ça, parce que voilà, alors qu'il y a une formation, une bonne formation. Disons la vérité, quelquefois, on peut prendre exemple sur les Allemands. Les Allemands ont une conception des rapports entre l'école et le travail qui est beaucoup plus sage que la nôtre, et quelquefois on peut s'inspirer de leur exemple, pas seulement les admirer, et parce qu'ils font des machines-outils, etc., et qui finiront d'ailleurs un jour par ne plus faire, parce que comme maintenant l'acheteur exige les brevets pour pouvoir les faire lui-même, eh bien le jour où ils sont capables de faire des Airbus, eh bien c'est eux qui vous les vendront, parce qu'ils vous les vendront moins cher. Voilà, c'est comme ça. Donc même la supériorité allemande dans le domaine de l'exportation n'est pas éternelle. Donc l'Allemagne, sagement, comme l'Europe, doit se préparer à travailler d'abord pour son marché intérieur. Et ça n'exclut pas le commerce international. Mais tout le monde se rend bien compte que ce commerce international est extrêmement coûteux et il est extrêmement polluant. Il consomme énormément d'énergie. Quand on voit comment il construit un avion comme le nôtre, comme l'Airbus, où il est construit aux quatre coins du monde et qu'il faut transporter tout ça pour les assembler. Pardon. Mais Jean-Marie Le Pen, vous avez dit tout à l'heure, il y a trop de parents aussi qui veulent absolument que leurs enfants, même s'ils n'en ont pas les capacités, parce que tout le monde ne peut pas accéder aux grandes écoles ni à l'université, veulent absolument être avocats, médecins, je ne sais quoi, hein, alors qu'il n'y a pas de honte à effectuer un travail manuel, vous l'avez dit, de qualité, plombier, électricien, jardinier, tout ce qu'on veut. Je vais vous citer une anecdote. J'avais fait, il y a une quarantaine d'années, un reportage sur les jeunesses européennes. Et en Suède, précisément, j'avais rencontré un groupe de jeunes dont la culture m'avait absolument stupéfié. Des jeunes filles, des jeunes gens qui connaissaient les grands écrivains français, qui connaissaient les grands musiciens, etc. Et en leur demandant mais ce qu'ils faisaient, je me suis aperçu que l'un était plombier, un autre plâtrier, un autre électricien, une petite jeune fille travaillait comme vendeuse dans l'équivalent, disons, des galeries Lafayette. Je dis, mais comment? Ben dit, parce que tout le monde ne peut pas accéder à l'université. Mais nous, parce que ça nous intéresse, nous avons acquis cette culture, ce savoir, en allant à l'université populaire le soir. Quand j'étais député du quartier latin, le président du cercle historique était un boulanger. Oui, Arnaud. Alors moi j'ai plusieurs précisions pour revenir au-delà de la question de l'éducation, ce que vous me parlez à l'instant du grand commerce, du commerce mondial, effectivement de ces errements. Comme vous dites, effectivement, d'un Airbus construit dans les quatre coins du monde, c'est pas mieux qu'un yaourt finalement transformé en France, mais qui a parcouru toutes les matières pour le constituer, ont parcouru 9000 km avant d'arriver au supermarché, ce qui est déjà une aberration. Mais ça me fait penser, en tout cas ça me rappelle, un grand économiste qui est mort récemment, complètement oublié, qui a beaucoup inspiré le Front National ou déjà des gens qui sont intéressés. Maurice Allais. Oui, voilà, je voulais parler de Maurice Allais. Effectivement, le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que Maurice Allais, en tout cas... Les gens confondent avec Alphonse. Mais que Maurice Allais va peut-être devenir l'économiste que les gens vont écouter maintenant, parce que pour preuve, ce que vous avez expliqué sur la Chine qui pollue, j'ai vu récemment un certain nombre d'entreprises françaises qui, il y a une dizaine d'années, avaient fait le pari de délocaliser leur production en Chine, notamment des lunetiers et des spécialistes de l'optique, sont tout compte fait revenus dans le Jura, qui est le bastion historique de l'optique en France, parce que ils disaient le problème des Chinois, c'est qu'effectivement, ça bat coût, mais on fait de la production de masse, et ils sont incapables de s'adapter à des nouvelles collections récurrentes. C'est-à-dire qu'ils vont vous produire en masse un modèle unique, mais dès qu'il s'agit de construire des petites séries et de s'adapter, ils sont incapables. Et Maurice Allais va maintenant être reconnu parce qu'il remplit la première des conditions en France pour devenir célèbre, c'est d'être mort. Oui. Mais concernant Maurice Allais, on a un SDF que tout le monde connaît à l'Action sociale populaire, qui fait la manche tous les soirs, métro Alésia, enfin devant l'église Alésia. Il est très connu, il s'appelle Ulysse, il écrit des textes. Et un jour avec Marie-Christine, il parlait du programme du Front National économique. Et Marie-Christine, il lui cite Maurice Allais. Elle lui dit, effectivement, on s'est beaucoup aidé et inspiré de Maurice Allais pour... Donc, effectivement, Maurice Allais redevient à la mode, il redevient tendance. Oui, même par rapport aux SDF. Les grands artistes autrefois,
les grands artistes n'étaient reconnus que quand ils étaient morts. Ils étaient morts. C'est vrai, souvent d'ailleurs, ils étaient morts dans la misère, n'est-ce pas, et dans l'ostracisme. Eh bien, il en est de même des grands penseurs. Et la France ne reconnaît pas ces grands penseurs. Elle va toujours chercher ce qu'elle croit dans les bling-bling, dans les lumières de la ville, à condition que ce soit ailleurs. Il a quand même sa comète. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, il y a tout de même moins d'un siècle, et peut-être un demi-siècle, la France était quand même capable de fabriquer des vélos, des mobylettes, des motos, des appareils photo, des chaussures. Alors, tu as dit que les lunettes reviennent dans le Jura. Il y a encore beaucoup d'artisans qui font des choses tout à fait de qualité, mais ça n'est pas suffisant. Excusez-moi, un autre problème de façon économique dont on parlait, n'est pas suffisant. Effectivement, la grande concurrence avec des conséquences sociales, ethniques qui vont être dramatiques, c'est le problème de la souveraineté alimentaire des nations et des grands espaces continentaux. C'est-à-dire que quand vous voyez que la France, qui est quand même, ce qui a été la richesse et l'âme de la France, c'est l'agriculture. Sans revenir au fameux aphorisme de Sully sur la bourse des pâturages, ce qui a fait la grandeur de la France et ce qui a même constitué la France et ses paysages, c'est l'agriculture. Les paysans d'autrefois. Or, le problème, c'est que maintenant, la France, effectivement, on exporte, mais au plus, on nous oblige à importer parfois des produits qu'on est tout à fait capable de faire chez nous. Et quand on voit le nombre de plus d'agriculteurs qui sont d'un niveau, même pas de misère ou de pauvreté, c'est honteux les conditions dans lesquels ils sont, certains se suicident. Et en plus, quand on voit au nom d'un certain nombre de délires là tout à fait politiques, des terres agricoles qui deviennent maintenant des zones pavillonnaires où on ne pourra plus rien faire pousser. Or, on sait pertinemment qu'en temps de crise, celui qui tient, qui est encore capable de nourrir sa population, subira moins que celui qui n'est plus capable. Et effectivement, qui plus est, ces problèmes d'agriculture et ces problèmes de faim vont devenir de plus en plus importants parce que des pays comme l'Égypte, des pays comme la Tunisie ont connu des émeutes de la faim, et non des moindres. Vont en connaître. Ils vont en connaître. Ce n'est vraiment que le début, ça. Le monde entier va être la proie d'émeutes de la faim tragiques. Et ça a commencé par ces pays qui sont des pays désertiques, mais ça va gagner l'ensemble du monde. Et nous avons chez nous 8 millions de pauvres. Bien sûr, ce sont des pauvres dont les revenus feraient vivre 20 Égyptiens, c'est vrai. Mais ça ne les empêche pas d'être chez nous des pauvres. Et de plus en plus de gens dans la rue, le pasteur Blanchard va nous en parler tout à l'heure. Justement, concernant ce SDF, il avait été ouvrier sur des machines-outils à Saint-Étienne, et puis s'est retrouvé licencié. Il en est réduit tous les soirs de 18h à 3h du matin à faire la manche pour récolter 15 €, quoi. La précarité grandit, même si on n'est pas au niveau de l'Égypte, la précarité grandit. Alors, je l'ai dit. Du travail. Ah oui. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas ne pas parler du 50e anniversaire de l'abandon, du lâche abandon, parce que la guerre, et tout le monde le sait, était gagnée sur le terrain, de l'abandon criminel de l'Algérie française entre ceux, je me répète, que De Gaulle appellerait plus tard, avait appelé, non, les égorgeurs. Jean-Marie Le Pen, j'ai fait une petite erreur, j'ai dit dans la première partie d'émission que vous aviez démissionné de l'Assemblée nationale pour vous engager en Algérie, et vous m'avez corrigé, vous êtes mis en congé. Enfin, le résultat est le même, vous avez endossé l'uniforme pour défendre... Réendossé cette terre française. Alors, j'aimerais savoir, je les devine bien sûr, quel sentiment aujourd'hui vous éprouvez devant tant de gâchis, de trahison, de reniement, de sang versé pour rien, et devant l'échec monstrueux de l'Algérie indépendante que la dictature du FLN a ruiné, sans parler bien sûr du massacre alors abominable de dizaines de milliers de chiffre d'abord, l'Algérie, c'était il y a 50 ans 8 millions d'habitants, ils sont aujourd'hui 38 millions. Ça ? Bon. La fin de la guerre d'Algérie, j'étais dimanche en Arles, au Mas Tibère, pour l'inauguration de la plaque
du Bachaga Boualem. Grand patriote français. Je dois dire que la journée a été éprouvante. Parce que de toute évidence, ma venue perturbait beaucoup le scénario électoral qui avait été préparé par le président socialiste de la région, M. Vauzel. M. Vauzel, qui ne m'a pas salué, le sous-préfet qui ne m'a pas salué, et qui avait perverti le dernier fils du Bachaga Boualem, Lassène, et lui avait fait faire une déclaration disant que ma venue non seulement n'était pas souhaitée, mais était même contestée. Ce qui permettait aux radios de dire que les harkis contestaient la venue de Le Pen. C'était extravagant. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Alors rappelons les faits. Parce que je dois vous dire, cher ami marin, que 50 ans après, l'affaire me reste en travers de la gorge. J'imagine, Président. Ce qui a été... ça n'était pas la première fois que la France abandonnait ses amis et ses alliés. Hein. Indochine. Nous l'avions fait en Indochine avec les catholiques du Tonkin qui griffaient les coques de nos bateaux au moment où nous sommes partis. En 55. Qui s'accrochait au ridel. C'est Élie de Saint-Marc qui raconte ces scènes épouvantables. C'était mon commandant de compagnie en Indochine, Saint-Marc. Bon, mais ce qui a été fait en Algérie est absolument monstrueux et peut-être unique dans les annales militaires du monde. L'armée française en situation de force a été contrainte, enfin, du moins c'était l'estimé contrainte par les ordres qu'elle a reçus de rester l'arme au pied. Mais il faut savoir que les harkis, qu'est-ce que c'était que les harkis? Les harkis étaient des supplétifs recrutés et armés par la France dans des structures qu'on appelait des harkas, dont le dynamisme variait selon la qualité des combattants et de l'encadrement, qui étaient nés d'abord pour protéger leur propre village. C'était des groupes d'autodéfense. Mais certaines d'entre elles, dont celle du Bachaga Boualem, celle de la tribu des Béni-Boudouane, avaient, sous le commandement d'un de mes amis, un camarade, le capitaine Antique, un breton banané jusqu'aux genoux, n'est-ce pas, ancien d'Indochine, etc., des véritables faits d'armes. Ces gens-là n'ont pas seulement été abandonnés, mon cher ami marin, ils ont été désarmés avant. La France les a désarmés pour les livrer, désarmés, à leurs ennemis, dont on savait la cruauté et la férocité, la sauvagerie. Tout cela était prévisible et prévu. Massacré dans des conditions épouvantables. J'ai une cassette qui raconte comment... énucléé, brûlé vif, dans la chauve vive, enfin, etc. Tout ça. Il faut ajouter à ces 100 000 harkis assassinés en juillet 1962, 7 000 pieds noirs, 7 000 Européens d'Oran. Oui. Plus une centaine ou 200 ou 300 soldats français prisonniers. Le seul qui ait désobéi à l'ordre criminel est un capitaine musulman qui, avec sa compagnie, est allé libérer 900 personnes qui allaient être massacrées. Le seul. Et des unités célèbres ont livré leur commando d'Exfelaga. Vous imaginez comment ils s'attendaient à être traités. Ceci reste une plaie ouverte au cœur de la France. Et on aurait pu, je ne sais pas, le ferme propos, le repentir, mais exige le ferme propos. Il ne suffit pas de dire « je regrette ce que j'ai fait ». Encore eût-il fallu le faire. Ça n'est pas en décorant 49 ans après, dans la cour des invalides, des combattants, sans même faire un discours, sans rien du tout. Ces gens-là ont été, ceux qui ont réussi à venir en France, ont été parqués
dans des camps, dans des conditions abjectes, ignobles. Or, je rappelle tout de même que le général de Gaulle avait dit que ces gens-là étaient des Français à part entière. Exactement. Je rappelle qu'en 1958, ils avaient envoyé au Parlement français une soixantaine de députés dont des 2 tiers étaient musulmans, parmi lesquels le Bachaga Boualem, vice-président de l'Assemblée. Vice-président de l'Assemblée, parmi lesquels Pierre Lagaillarde, parmi lesquels Ahmed Djebour, que j'avais présenté moi aux élections à Paris quelques mois auparavant et qui là a été élu député. Ces gens-là étaient des Français à part entière. Ils ont été des législateurs français. Mais ce qui a été fait là, voyez-vous, est abominable. Et il faudra un geste propitiatoire, absolument solennel, pour obtenir le pardon de l'histoire. Parce que ce qui a été fait là est inexcusable et il faudra faire un très grand effort, ne serait-ce que de dignité à l'égard de ces gens-là, de leur permettre de vivre normalement alors qu'ils ont payé si cher le droit de venir chez nous. J'ai reçu ici même, Jean-Marie Le Pen, des gens de la résistance harkie, qu'on a essayé d'aider avec nos faibles moyens. C'était quelque chose de bouleversant. Et vous savez, j'étais à Mostaganem, à quelques mètres du général de Gaulle, quand il a crié « Vive l'Algérie française !» Et je l'entends encore dire « Moi vivant, jamais le drapeau du FLN ne flottera sur Alger !» Et comme vous l'avez dit, après on cantonne l'armée française dans les casernes et on laisse massacrer Européens et musulmans. On a voulu, dimanche, m'interdire d'aller sur la tombe du Bachaga Boualem. J'y ai été, c'est la tombe la plus misérable de tout le cimetière. C'est simplement un carré de terre, un rectangle de terre entouré avec des galets, alors qu'il y a même pour des familles musulmanes des monuments funéraires, etc. Et ce qui est symbolique, c'est qu'à la sortie du cimetière, il y avait des petits jeunes de 12 à 14 ans qui nous insultaient en termes orduriers et nous jetaient des œufs et des pierres. Donc il est tragique qu'on n'ait jamais rendu justice, vraiment, aux valeureux combattants de l'Algérie française, qui compris... Ni on n'a jamais demandé pardon. Non plus. Demandé pardon pour le crime qui a été commis, qui est un crime non seulement d'inhumanité, mais un crime contre l'honneur, un crime contre l'honneur. On n'abandonne pas ses alliés après les avoir désarmés, écoutez. Donc on n'a jamais rendu justice aux dizaines de milliers de victimes européennes. L'année prochaine sera le 50e anniversaire. L'année prochaine sera le 50e anniversaire. J'espère qu'il sera fêté par un président de la République qui mérite ce nom et qui mérite la confiance de tous les Français. Ce sera une femme. Et ça pourrait être une femme. Ça va d'ailleurs coïncider, je me permets de vous le rappeler, avec le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Il y a des signes du ciel. Extraordinaire. Il y a des signes. On voit toutes ces plaies qui sont si mal refermées, elles ne peuvent pas se refermer. Alors, une dernière question sur ce sujet, puisque nous parlons de guerre mal terminée, c'est un euphémisme, voire de guerre pour rien. A-t-on raison ou tort, selon vous, Jean-Marie Le Pen, de retirer nos soldats d'Afghanistan? Oui, je crois qu'on a raison de les retirer, mais on ne les retire pas. On ne les retire qu'à partir du moment où M. Obama a dit qu'il allait retirer les siens. Or, ceux qui ont fait la guerre savent bien que dans cette situation, c'est un peu comme un restaurant. C'est le dernier qui part qui paye la note, n'est-ce pas? Bon. Eh bien là, c'est pareil. C'est les troupes qui vont rester en dernier, qui vont se faire massacrer par les talibans. Ça, c'est sûr. Bon. Alors, il faudrait que les Français s'en aillent. C'était une folie d'intervenir de façon colonialiste, comme nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, où ce sont nos soldats, nos troupes, qui ont permis la capture du président en exercice, en appoint de troupes locales qui eussent dû être capables de mettre de l'ordre chez elles. Bon. Et puis en plus de ça, nous avons fait une campagne militaire de bombardement aérien et naval qui continue aujourd'hui
contre la Libye. Je suis désolé, le président de la Libye était le chef d'État officiel reconnu. La preuve, c'est qu'il a été présenté ici. On lui a déroulé le tapis rouge, il a planté sa tente. Bon. Qu'est-ce qui justifie l'intervention de la France et de l'Angleterre pour soutenir des rebelles armés, parce que les rebelles de Benghazi étaient armés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui justifie cela? L'espoir fallacieux que nous allons obtenir des avantages pétroliers? Mais ça, il y a une fable française qui raconte tout ça sur le chat qui retire les marrons du feu. Ça aussi, c'est de l'utopie. Hein. Mais bien sûr, parce qu'il est évident que l'Assemblée nationale qui sera élue après ces événements, la première chose qu'elle fera, c'est de rompre évidemment les engagements qui auront été pris contre ses intérêts nationaux pour obtenir les armes et le soutien de la France et de la Grande-Bretagne. Et selon vous, donc, notre présence et la présence des autres pays alliés en Afghanistan a-t-il servi à quelque chose? Non. Bien, écoutez, l'Afghanistan est un pays historiquement connu. Jamais personne ne les a cassé les dents. Écoutez, j'ai été, j'excuse de cette situation personnelle, j'ai été décoré à Moscou de l'ordre du défenseur de la patrie par le dernier général de parachutistes russes qui commandait en Afghanistan et qui m'a dit, monsieur, je peux vous dire que je leur souhaite bien du plaisir aux Américains. Vous savez, ils vont s'en voir. Parce que nous, on avait mis le paquet. Hein, pourtant, eh bien... Oui, les Soviétiques, là... Absolument, ils ont mis le paquet. Et les Anglais au XIXe siècle aussi. Les Anglais ont échoué. Et alors, il est évident qu'il y a là les grandes manœuvres pétrolières du monde. D'ailleurs, c'est très simple. Toutes les guerres, quelles qu'elles soient, ont une odeur de pétrole. Il n'y a pas de problème. Hein, quelle qu'elle soit. C'est le pétrole qui mène le monde. Et là... président Sarkozy, qui devrait être son propre ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, parce que c'est surtout là qu'on parle de lui qu'à ces occasions-là. Il ferait bien de s'occuper un peu de la France, peut-être. Il n'y a pas de pétrole en France, peut-être, mais il y a autre chose. Bon. Il y a encore quelques idées. Espérons. Espérons. Bon, Michel. Alors, encore une pluie de messages. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française, dirigé par Gérard Marin, qui reçoit aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, le pasteur Blanchard, Jean-Paul Chériguez de Olmeta, Arnaud Nodin. Alors, une auditrice nous rappelle que lundi dernier, Roger Saboureau a consacré son émission aux harkis et aux conditions de leur rapatriement, très émouvante émission. Une auditrice, il faudrait évoquer l'abbé Georges d'Amarque, qui avait reçu M. Le Pen à Saint-Tropez. Il portait la communion aux blessés de la rue d'Isly. Absolument. Ça, c'est encore un autre épisode. J'ai failli terminer mes jours rue d'Isly. Hein. Un auditeur. J'y étais, oui. J'ai juste eu le temps de me glisser sous un... Comment ça s'appelle une entrée. Des meubles. Et j'ai assisté à cette tragédie. C'est épouvantable. Délibéré, hein, c'était... Ah ben oui, non mais là, il n'y a aucun doute. Vous savez que j'ai été expulsé d'Algérie, Jean-Marie Le Pen, pardon à mes auditeurs de parler un petit peu de moi, pour avoir écrit dans le Figaro de l'époque, c'est un crime de la déraison d'État. Oui, ça n'allait pas vous faire rédacteur en chef. Un auditeur nous dit qu'il est étrange d'entendre Jean-Marie Le Pen à Radio Courtoisie. D'ordinaire, il doit faire face à des journalistes et des opposants hystériques, le tout dans une ambiance de procès. Chez vous, il a le temps de s'exprimer et le tout dans la bonne humeur. Merci Radio Courtoisie. Un auditeur. Nous sommes les meilleurs. Faites des dons. Le Front National peut-il proposer un grand programme économique avec les noms des économistes qui font les analyses, les chiffres et les solutions? Pour dédiaboliser le Front National, comment avoir une approche positive vis-à-vis des immigrés intégrés qui travaillent, cotisent et vivent en France comme des Français? Jean-Marie Le Pen peut-il expliquer les grandes magouilles des grandes familles qui dirigent le monde et le peuple? Un auditeur, c'est un bonheur d'entendre Jean-Marie Le Pen, et notamment sur le chapitre économique où il fait preuve d'un grand réalisme. Une auditrice nous dit « J'habite le 19e arrondissement.
Personne ne travaille dans le 19e. Le maire du 19e accueille les Tunisiens et ils sont nourris aux frais du contribuable dans un foyer du 10e arrondissement. Un auditeur: Monsieur le Président, il faut inviter les Français à voir ou revoir le film 1000 milliards de dollars avec Patrick Devers. C'est tout à fait dans l'esprit de ce que vous dites. Une auditrice: merci pour cette émission épatante. C'est un régal d'entendre Jean-Marie Le Pen. Bravo, Monsieur Le Pen. Je constate avec plaisir que vous n'avez rien perdu de vos dons d'orateur. Chirac est gâteux à ce qu'il paraît, mais vous êtes toujours éblouissant. Moi qui ai 63 ans, j'espère être dans la même forme que vous dans 20 ans. Très cordialement à vous. Avec un petit additif, mon intention est de voter pour Marine. Et un auditeur: Monsieur Le Pen, je vous présente mes respects, mais je vous en prie, n'employez pas la langue de l'ennemi contraire aux directives de l'Académie nationale qui consiste à féminiser les postes électifs. Il s'agit donc de Madame le Président et non la Présidente. Encore 2 messages. C'est vrai. Je bats ma coulpe. C'est plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs. Hein. Alors, la France doit récupérer le pétrole du Sahara et le Sahara ne doit plus faire partie de l'Algérie. Alors là, je suis très heureux d'avoir un message dont je peux donner l'auteur. C'est un ami à qui je dois beaucoup, qui a été très très longtemps et très souvent présent au journal de Serge de Becquet, c'est le docteur François Plantet. Michel, je vous laisse lire ce que nous écrit le docteur Plantet. La fin de l'Algérie française fut une horreur impensable. Merci de tout cœur à Jean-Marie Le Pen de sa fidélité. Merci d'entendre cette émission qui purifie ce que l'on peut entendre parfois sur Radio Courtoisie. Radio Courtoisie. Il faut avoir le courage Bon. de s'autocritiquer. Enfin, une chose est sûre, c'est que le charme du tribun Le Pen fonctionne toujours. Il suffit de regarder les regards dans le studio. Si, vous avez toujours, c'est incroyable depuis le temps que je vous connais. Vous ne changez pas, hein? Est-ce que je pourrais vous lire quelques chiffres, quelques documents principaux Bien sûr, du problème de Jean-Marie. l'immigration? Bien sûr. Je vais me borner aux têtes de chapitre. Hein. Il y a eu 12 millions d'immigrés supplémentaires en 35 ans en France. Selon l'INSEE, 5 200 000 d'immigrés officiels avec 6 500 000 enfants. Donc, d'après l'INSEE, 11 700 000. Selon l'OCDE, 6,7 millions d'immigrés plus leurs enfants. Bon. La préfecture du 93 estime à 150 000 les clandestins dans le 93. Je saute. Il y a 150 000 naturalisations par an. Chiffre le plus important d'Europe. Pour les records. 200 000 titres de long séjour en 2010. Record jamais égalé. « 27% des mariages sont mixtes. Ce sont 60% sont réalisés par des consulats maghrébins, africains et turcs. 50% de ces mariages concernent des franco-maghrébins ou franco-africains. 160 000 enfants naissent tous les ans en France, d'au moins un parent étranger. Et de plus en plus de petits Mohamed. 28 000 expulsions officielles, à rapprocher du chiffre des entrées. En fait, ce sont surtout des Européens qu'on expulse, c'est-à-dire des Roms. 17 000 clandestins régularisés en 2010, auxquels il faut ajouter les enfants. Pour 100 000 infractions constatées à l'entrée et au séjour, seules 20 000 expulsions. 80% des décisions de reconduite à la frontière ne sont pas exécutées. Il y a 215 000 bénéficiaires de l'AME, remboursement à 100%, cotisation nulle. 620 millions d'euros par an. Coût de l'immigration,
crois que c'est d'après Lolland, n'est-ce pas, 70 milliards d'euros par an. C'est le chiffre que donne également Arnaud Raffard de Brienne dans son livre La désinformation autour de l'immigration. Les immigrés bénéficient de 60 milliards de prestations sociales. Alors, 35% des jeunes dont les parents sont issus du Maghreb sont au chômage. Dans les quartiers immigrés, dits sensibles, 43% des actifs de moins de 25 ans sont au chômage. 2 fois plus de titulaires du RSA que la moyenne. 3 fois plus de titulaires de la CMU que la moyenne. 25% de familles monoparentales. Une dernière information. C'est hallucinant. Hein. En 2009, sur 6800 nouveaux médecins, 3300 ont un diplôme étranger. En 2010, 5392 nouveaux médecins, 1404 étrangers. Voilà. Alors qu'il y a un numerus clausus pour les étudiants français. La proportion des jeunes issus de l'immigration atteint 37% en Île-de-France. Ça, c'est une déclaration de Sarkozy en 2006. Et 40% des chambres d'hôtel de Paris sont occupées par des demandeurs d'asile et autres hébergés par les associations subventionnées aux frais du contribuable. Et dans les prisons, il y en a combien? Pas mal aussi. Oui. Voilà. Oui, Arnaud. Ces chiffres aussi, on les retrouve dans les différentes études réalisées par Jean-Paul Gourevitch pour Également. Tous ces chiffres se recoupent. C'est proprement sidérant. Il n'y a pas d'autre mot. Et Serge de Beketch avait bien raison en parlant de ce qu'on appelle les quartiers sensibles, de les qualifier de territoires occupés. Hein. Et en ce qui concerne nos politiques, il fustigeait avec raison ceux qu'il appelait les co-allabos. J'y pense beaucoup parce que dans quelques jours, on va célébrer, si j'ose dire, samedi. Samedi à 11h à Saint-Eugène. Qu'est-ce qu'il fait samedi à 11h? La messe anniversaire de la mort de Serge de Beketch. C'est le 6e anniversaire. Oui, Serge, oui. Célébré par le père Arguarch. Ça fait combien? 6 ans. 6 ans. 6 ans. Et Jean Ferré, lui, avait disparu l'année précédente. Voilà, ça fait 7 ans. Ça fait 5 ans, Jean Ferré. 5 ans. Voilà. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, Jean Ferré a disparu en 2006 voilà, et Serge en 2007. Voilà. Alors je le redis, samedi 1er à 11h à Saint-Eugène, la messe du souvenir pour Serge de Beketch. Saint-Eugène, c'est où? C'est rue du Conservatoire. Rue du Conservatoire. Et célébré par le père Arguarch. Est-ce que, Jean-Marie Le Pen, avez-vous le temps d'écrire vos mémoires? Ah, vaste programme. Parce que je pense que vous intéressez à beaucoup de choses, à la mer, à la littérature, à l'histoire, à la vie de famille. Je dois dire que je me suis coltiné avec l'angoisse de la page blanche, parce qu'une chose est de vouloir écrire ses mémoires, et une autre chose est de les rédiger. Parce que, évidemment, moi j'ai beaucoup de choses à raconter, et pour l'instant, je suis sur une partie apolitique de mes mémoires, parce que je voudrais transmettre à mes lecteurs une expérience probablement rare, à savoir le fait que le monde que j'ai connu dans l'entre-deux-guerres 14-18, 39-45 est un monde qui a pratiquement totalement disparu. Et j'aurais voulu un peu faire pour la Trinité-sur-Mer ce qu'avec son immense talent, Jacques Elias avait fait pour le pays bigoudin. N'est-ce pas? Et le alors, cheval d'orgueil, c'était. Oui, le cheval d'orgueil. Ça me bloque un peu parce que je veux arriver à présenter ça d'une manière qui soit relativement agréable, qui soit pas non plus un simple compte rendu géographique ou sociologique. Et puis je m'attaquerai ensuite à la partie politique, mais je suis obligé de raconter l'histoire de mon enfance, de l'entre-deux-guerres, avec tous ces manifestations d'anciens combattants, avec toutes les gueules cassées, les mutilés, avec les jeunes filles qui ne trouveraient jamais de mari
et qui étaient condamnés à la chorale du curé pendant toute leur vie. C'est pas que j'ai vu se dessécher sur pied, avec ma propre expérience de la guerre, la mort de mon père, etc. Tout ce qui m'a occupé ma vie avant l'âge de 16 ans. C'est ce qu'étaient aussi les paysans. J'ai connu ça, on est de la même génération. Ma grand-mère était une paysanne, et je vais d'ailleurs raconter une histoire qui va peut-être vous étonner. La grand-mère à la Comariacaire nous réservait 250 grammes de beurre par semaine que ma mère allait chercher en vélo. Et un jour, elle est arrivée et il y avait 2 petits Allemands qui mangeaient une omelette. Et ma mère lui a dit, tu as pas honte de donner à manger aux Boches, etc. Et la grand-mère lui a dit, je fais pour eux ce que je voudrais qu'on fasse pour mes fils en Allemagne. Ah, c'est beau. Quelle leçon, hein. C'est beau. C'était des petits soldats, hein, qui amélioraient leur ordinaire, qui était épouvantable, l'ordinaire de l'armée allemande. Je crois que c'était volontaire. C'était le brouet spartiate. C'était méthodique. Et alors, cette anecdote me reste dans l'esprit. Et comme quoi, il y a toujours eu, y compris, il n'y a pas eu que des événements dramatiques dans l'histoire de ce temps-là. Il y a eu des histoires humaines bien simples, bien dissibles dans le fond. Hein. Et les veillées où les vieux racontaient leur jeunesse ou leur guerre. Moi, j'ai connu chez mon grand-père landais un fermier voisin qui s'appelait le père Lagrolette, je n'ai jamais oublié son nom, avec des grandes moustaches, qui avait fait la guerre de 14-18. Et un jour, petit garçon, je m'étonnais quand même des Landais à Verdun ou sur la Somme, etc. Et il m'a répondu, mais nous défendions la terre de France. Bien sûr. Voilà, c'était la même terre, que ce soit l'Est ou le Sud-Ouest. Voilà. Mais vous savez, il y a une chose qui est frappante et qui est tout à fait ignorée, c'est que les Français étaient moins anti-allemands après la Deuxième Guerre mondiale qu'avant. Car avant, ils avaient vécu sous le bourrage de crâne, et je me permets de vous rappeler la fuite de millions de civils devant l'avance allemande, qui était une fuite en 40, inexplicable. L'exode, c'était la terreur, parce qu'on disait que les soldats allemands coupaient les seins des femmes et les poignets des enfants. Et évidemment, c'était faux. N'est-ce pas ? Et ils ont bénéficié, somme toute, par retour, par contraste un petit peu, de cette réputation qu'on avait fait. Puis c'est vrai, il y en a qui ont vécu en France, en occupation. Les prisonniers français étaient en Allemagne. Puis, après la guerre, on a inversé les rôles. Les Allemands étaient prisonniers en France et les Français occupaient l'Allemagne. Et ce qui fait que cette connaissance des êtres humains et les amours des différents peuples ont rapproché beaucoup plus les peuples qu'on ne peut le croire et que ne le faisaient les propagandes. Car les propagandes, elles, dressent les hommes les uns contre les autres, alors que les réalités, quelquefois, les rapprochent. C'est juste. C'est une ouverture pour des mémoires. Oui, très belle ouverture. C'est une belle ouverture. Là. Ah oui, ça ressemble au chemin de on a envie de suivre on a envie de lire la suite après, quand même. Ah, vraiment. Et vous savez, la communauté de culture, moi, ce qui m'avait frappé, toujours adolescent, dans les Landes, en 1942, un régiment de la Waffen-SS, retour du front de Russie, était venu se reposer dans les Landes. Et le capitaine avait réquisitionné la maison de mes grands-parents, et ma grand-mère était née française en 69, mais devenue allemande en 70. Donc sa langue maternelle, sa culture, tout ça, c'était l'allemand. Eh bien, ce capitaine au fin fond des Landes, où personne à l'époque ne parlait l'allemand, qui tombe sur une grosse mouteur, qui parle sa langue, là, ça a été quelque chose d'incroyable. Ça a été, et là, je me suis dit quand même,
la communauté de culture, il s'est senti tout d'un coup, il s'est senti presque chez lui parce que c'est incroyable. Je ne saurais trop vous conseiller d'être prudent. Oui, parce oui, qu'avec ce que vous déclarez là, vous risquez fort de tomber sous les poursuites. Non, mais c'est un fait. Et vous êtes bien placé pour en parler. Si vous dites, oui, c'est un fait. C'est un fait. Ah oui, mais tous les faits, vous dira M. Klarsfeld, ne sont pas bons à évoquer. Je ne dis pas que le capitaine en question ne s'est pas conduit peut-être comme un salaud ou un barbare 2 ans après. C'est possible. Bon, quelques messages et nous... Quelques messages encore, Michel. Alors, un auditeur nous dit, dans mon entreprise récemment cotée au CAC 40, il est mis en place une politique de la diversité qui revient en fait à mettre en place des mesures de préférence étrangères pour la politique d'embauche. C'est la même chose dans les banques. Je permets de faire une digression quand on parlait quand tout à l'heure vous parliez du grand patronat mondialisé. Il faut savoir que cette fameuse charte de la diversité a été imposée par M. Claude Bébéard, président de l'Institut Montaigne, ancien président d'AXA, membre éminent du siècle, et qui a tenu à ce que les grandes entreprises françaises adoptent une fameuse charte de la diversité. Et ce sont les mêmes personnes qui ont promu le CV anonyme et qui sont les grands financiers de la HALD. Bien sûr. Là, je ne vois pas bien de quoi il s'agit, là, Michel. Vous voulez que je le lise? Oui, peut le lire. Mais... C'est un auditeur qui dit, comment se fait-il que l'on a accordé à tous les colonels de passer en catégorie B de la fonction publique et pourquoi les 8000 généraux sont toujours en 2e section? c'en est un qui n'est pas content de son sort. C'est un colonel en retraite. J'avoue que je confesse mon ignorance. Nous la confessons tous. Alors, Jean-Marie Le Pen, en dehors de la politique, quelles sont vos occupations, vos loisirs préférés pour l'heure, en attendant que vous vous mettiez à votre table de travail? Je lis. Pour écrire. Je suis un peu télémaniaque, il faut dire la vérité. Je regarde la télévision. Elle vous a beaucoup regardé. Je regarde même les petits films américains de la police antisexuelle de New York. Parce qu'ils sont généralement bien ficelés. Et je crois qu'il va y en avoir un qui va être consacré à M. Strauss-Kahn. Je ne sais pas s'il jouera son rôle. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est généralement bien fait, mais c'est envahissant. Car il n'y a pratiquement que ça à l'heure du dîner. Pratiquement sur toutes les chaînes, ce sont ce genre de films qui passent. Et puis, je lis parce que j'ai tout de même un peu d'insomnie, bénéfique après tout, et ce qui me permet de lire 1 heure par nuit à peu près. Alors je lis toutes sortes de choses. Je lis aussi bien des romans que des livres d'histoire, que des livres de poésie. Mais qui lit encore de la poésie? Le Marquis. Oui, moi je aussi. lis la poésie. On va faire un cercle des poètes. Moi, je ne suis pas des poètes disparus. Je ne suis pas poète, mais je suis amateur de poésie. Oui. Et comme je le rapporte quelquefois, quand j'étais en classe chez les jésuites, on apprenait par trimestre 400 vers français, 200 vers latin et 100 vers grec. Oula. Par trimestre. C'est beaucoup. Oh, il n'en est pas resté beaucoup, hein. Mais tout de même, c'est le phénomène d'imprégnation. Ce que disait Herriot, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, à condition d'avoir beaucoup appris. Voilà. À propos de poésie, j'aimerais quand même lire aux auditeurs de Radio Courtoisie ce petit poème écrit par Jean Dessélas, qui était patron d'émission sur Radio Courtoisie, en octobre 2006, après le décès de Jean Ferré, puisqu'on va fêter le 5e anniversaire du décès de Jean Ferré. Seigneur, que dit cette cloche qui tinte? Est-ce l'appel à l'office du soir? Non, c'est un pleur pour une vie éteinte, un pleur de peine et non de désespoir. Le fondateur de Radio Courtoisie, après des mois à nier le destin, a dû céder. Son heure était choisie, c'était son tour de quitter le festin. Depuis longtemps, détaché de ce monde dont il savait le marasme fatal, il espérait, tel Noé sur les ondes, en protéger le règne occidental.
Il avait vu le mal qui s'insinue, en tout, partout, par sottise ou défi. Malgré sa mort, son œuvre continue, pour l'assumer, le courage suffit. Quand les démons ricanent dans le temple, avec l'aval des penseurs officiels, soyons hardis à suivre son exemple en invoquant l'assentiment du ciel. Qu'il soit l'objet d'une juste clémence, au tribunal des divins référés, son temps s'achève et le vôtre commence, daignez, Seigneur, recevoir Jean Ferré. Voilà de la poésie. Bravo. Je me suis laissé dire que vous lisiez mes livres aussi, mais enfin... Oui. J'en profite un peu, là. Là, je m'amuse beaucoup, parce qu'il a beaucoup de talent. Et moi, mon petit doigt m'a dit, Jean-Marie Le Pen, que vous aimiez chanter des chansons de marins. Ah oui. Alors, le marin de naissance que je suis, peut-il vous demander cette faveur pour les auditeurs de Radio Courtoisie de nous entonner au moins une de ces chansons traditionnelles? Ce serait une belle fin à cette émission. Passant par Paris, vit dans la bouteille, passant par Paris, vit dans la bouteille, l'un de mes amis me dit à l'oreille, bon, le bon vin m'endort, l'amour me réveille, le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. Bravo, merci Jean-Marie Le Pen. Il y a encore C'est une chanson à hisser. Mais en fait, Alors, Monsieur Le Pen a le temps de lire maintenant. Oui. Il y a un livre que l'on nous conseille, il y a plusieurs messages. Alors c'est un livre de Charlotte Charpeau qui a écrit « Madame, vous êtes une prof de merde » et c'est donc aux éditions J'ai lu. C'est sorti en août 2011. C'est un livre excellent, plusieurs messages en ce sens. Le meilleur depuis 20 ans sur le délabrement de l'école à faire connaître absolument. Vous savez que je crois que les titres de livres sur l'école ont épuisé l'innombrable vocabulaire français du péjoratif. La dame a pris ce qu'a dit un enfant à une prof, c'est-à-dire « Madame, vous êtes une merde ». Et donc là, c'est une parole d'enfant. Oui, ben oui. Ça fait un beau titre. Oui, c'est... Et alors, à propos de la télévision, avez-vous vu la publicité où des anges descendent en enfer et embrassent les démons, publicité pour le bœuf, pour manger du beefsteak, tout le monde se retrouve autour d'une bonne table. Oui. Voilà. Et puis, absolument, où les diables bécotent les anges. Voilà. Les anges bécotent les diablesses. Et alors, un auditeur nous signale que l'émission C'est à vous sur la 5 recevait ce soir les deux Éric Zemmour et Nolo. C'est intéressant à revoir via Internet. Oui, je dois dire que j'ai été un petit peu déçu. J'ai vu une de leurs émissions, c'était moins vivant. Il manquait la couche du mioche. Oui, Ruquier. La mouche du coche, c'est ça, absolument. Absolument. Et c'était moins piquant que ça l'était avec Ruquier. La culture de Ruquier permettait de faire rebondir tout ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Ça manquait de rebondissement. Alors, pardon. Donc je sais que vous avez des obligations, Jean-Marie Le Pen, ce soir. Je viens d'arriver par avion. Un dîner en ville. Mais c'est avec le marquis, par conséquent. Bon, on est en train de se faire virer, là. Vous êtes faut-il à demi pardonner, en bonne compagnie. Nous allons passer la parole à l'Esprit Saint, en l'occurrence, n'est-ce pas? Alors, je voudrais il s'agit du pasteur Blanchard. Terminer sur ce message, moi j'adresse mes plus chaleureux remerciements, Jean-Marie Le Pen, et je suis sûr que les auditeurs de Radio Courtoisie, qui vous aiment et vous admirent, dans leur grande majorité, auront été heureux de cette émission et ils l'ont manifesté par une quantité incroyable de messages. Alors, encore un message, c'est un réconfort moral d'entendre Jean-Marie Le Pen. Comment fait-il pour garder le moral? Moi je suis désespéré, car si à Drancy, une statue de la Vierge a été remplacée par une statue de sirène représentant Adriana Carambu. Qui est tout, sauf Vierge, bien sûr. Voilà. Enfin, ce fait un grand moment. Mais qui au moins est belle. Un immense merci. C'est déjà une circonstance atténuante que la beauté. Absolument. Merci à tous. Un immense merci. Et moi, merci à vous de m'avoir invité, m'avoir retiré de ma thébaïde
et nous allons nous y replonger de recherche. Est-ce que je peux vous demander une dernière faveur? De nous pistonner pour que Marine vienne quand elle le pourra à cette émission. Je vais lui dire. Je sais qu'elle est Vous la connaissez, débordée. Oui, je la rencontre quelquefois. J'étais avec elle au Parlement européen. Oui, je vous ai Me vu. semble-t-il, on vous a vu. J'étais l'autre jour Elle est au débordée, théâtre mais bon. français, presque seul. Ce n'était que Molière. Ouais, bravo. Merci, Jean-Marie. Au revoir. Au revoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Ah, et la lumière refuse. Sabotage. Bien, voilà. Bon, alors, cher Pasteur Blanchard. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'inviter à venir parler sur vos ondes, parce que nous allons bientôt rattaquer la nouvelle campagne de Marode, la 5e, et là, je vous l'avais dit au téléphone, cher monsieur Gérard Marin, je suis un peu juste au niveau des... Alors, le problème des vêtements, quelqu'un qui m'a posé la question, je vais y répondre, comment donner des vêtements, c'est un peu à flux tendu. C'est-à-dire que des fois, on en a trop, on ne sait pas où les mettre, et puis il y a des fois, on est dans une situation comme là, on est obligé de taper dans les réserves. Donc, il était temps que je passe sur les ondes pour relancer un appel, pour dire que donc, ben là, ça sera le 11 octobre avec Louis Alliot et Vallerand de Saint-Just que nous reprenons notre campagne de Marode pour 7 mois encore dans les rues de Paris. Et on parlait avec Jean-Marie Le Pen de la situation. C'est vrai qu'on n'est pas dans une situation comme en Égypte, mais quand même Paris, ça devient une ville sale, malpropre. Il y a beaucoup de clandestins. Il y a un état d'abandon de la capitale qui est quand même assez inquiétant, parce qu'on s'aperçoit que d'un côté, on passe des fonds dans des choses qui sont pas toujours nécessaires, et puis on en abandonne d'autres, et la misère, la léprosité s'étale partout, y compris dans les beaux quartiers. C'est la question que j'allais vous poser, la pauvreté, la misère, même s'étend. Et écoutez, ce qui est impressionnant, c'est que maintenant, là, on en trouve le plus, c'est la rue de Rivoli. Boulevard des Capucines, après l'Olympia, je ne sais pas si vous voyez, tout le long, il y a des campements. Boulevard Haussmann, dans les beaux quartiers, ça s'étend, et puis c'est de plus en plus lépreux, quoi. Alors là-dedans, il y a effectivement, il y a beaucoup de Français, mais il y a aussi ceux qui sont arrivés, et qui essaient souvent, on comprend qu'ils ont vécu des grands moments de difficultés, mais ils sont quand même assez agressifs, et quand on les serre, ils ont tendance à essayer de récupérer plus. S'ils peuvent nous piquer un sac, ils le font. Mais c'est vrai que Paris devient, c'est pas Le Caire ni Beyrouth, mais c'est plus que c'était. Hein. Paris n'est plus la plus belle ville du monde, et voilà. Oui. Au niveau des familles, est-ce que vous constatez beaucoup de gens qui sont au-delà du besoin, qui se trouvent à la rue? Justement, au-delà de cette campagne de Marode, nous mettons en place cette année une nouvelle campagne. On va aider des familles de patriotes défavorisés. Parce que c'est vrai que le président Le Pen parlait... c'est vrai qu'on est encore un pays riche, mais il y a quand même, on sent la précarité poindre, on sent que les gens beaucoup de gens, des nôtres, enfin des gens, des Français de souche, sont souvent dans des situations de grande précarité. Et donc, à partir de cette année, nous allons commencer à aider des familles de patriotes défavorisés. Des aides concrètes, hein, c'est-à-dire qu'une famille qui n'a plus de machine à laver, qui n'a pas les moyens de s'en payer une, on va l'acheter une machine à laver neuve. Voilà. Pas d'argent, parce que l'argent de suite, ça renvoie à une relation un peu d'assistanat. C'est ce qu'on veut éviter, mais on sent quand même que beaucoup de gens sont en difficulté pour payer leur loyer, pas simplement dans les rues, les gens qu'on côtoie, qu'on aide. Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, le boulot on a de plus en plus, et que beaucoup de gens vivaient à peu près normalement dans les classes défavorisées, et que maintenant c'est souvent injuste. Oui. Arnaud, mais justement, il y a le paradoxe de Paris d'être à la fois cette ville, et c'est vrai qu'elle se constate, que ce soit à l'extérieur, y compris dans les couloirs du métro ou du RER, une espèce de pauvreté de plus en plus visible, et même de lépreuse, de crasse, oui. En même temps, c'est une ville de plus en plus riche. Les loyers sont de plus en... On a l'impression que c'est une ville qui en même temps est faite pour les plus riches, et le paradoxe, c'est qu'on arrive à un fait que je trouve si proprement sidérant, c'est d'apprendre que des salariés de la mairie de Paris sont à la rue. Vous vous rendez compte, des salariés de la mairie de Paris n'ont pas les moyens de se loger. Oui, alors il n'y a pas que des salariés de la mairie de Paris. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui dorment sous des tentes. Quant à la misère qui s'affiche avec la richesse,
Il nous arrive de passer vers les 1h30 du matin, rue de Rivoli. Et là, il y a toutes les boîtes, et on voit le côté lépreux, la misère qui s'étale, on voit les gens riches sortir des fois. Je me souviens une maraude, le type, il était en Ferrari, il la faisait... et on voit les gens sortir des boîtes. Pétaradés. Ah ouais, pétaradés. Et passer à côté des nécessiteux. Il y a deux mondes qui ne se côtoient pas et s'en moquer complètement, quoi. Et effectivement, le luxe s'étale à côté de la misère. Et chacun vit de son côté. En face à Palais Royal, en face du Conseil d'État, il y a toujours un groupement qui est là, des Français qu'on connaît bien. Et je vous dis, dans la rue de Rivoli, il y a plein de boîtes. Là, on les voit sortir avec leur portable à 2h du matin. Et puis les gens vont vraiment vivre dans le luxe et se moquent complètement du sort des... C'est là où on voit l'égoïsme et où on voit qu'on vit dans une société du paraître et du fric-roi quand même. Hein. Alors concrètement, monsieur le pasteur, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire pour vous aider? Alors, il y a deux choses. Premièrement, comme je vous ai dit, donc on reprend notre campagne de maraude pour 7 mois. On va aider des patriotes défavorisés, des actes concrets. Là, on a programmé 3 ou 4 familles, donc on va acheter gazinière, frigo, lave-linge. Et donc, il y a 2 choses sur lesquelles vous pouvez nous aider. La première, c'est le linge, parce que là, on commence à en manquer. Donc, je vous laisse. Comment faire? Vous me téléphonez. Je peux plus trop me déplacer parce que je suis trop pris pour aller le chercher, mais on est dans l'approche banlieue, donc c'est facile à venir. Vous me téléphonez, on prend rendez-vous et vous me le déposez. Donc, le numéro de portable, c'est 06 74... Dites-le lentement, que nos auditeurs aient le temps de noter. 06 74... 03 18 15, 06 74 03 18 15. Donc là, on prend rendez-vous et vous nous livrez le linge. Et là, on est un peu juste. Et puis, on a aussi besoin de... Alors, je sais que sur Radio Courtoisie aussi, réclamer des dons, mais on ne vit que de ça. Un duvet, ça coûte 20 €. Il faut acheter de la nourriture sèche. Il faut acheter... Donc, vous pouvez nous envoyer vos dons à Action Sociale Populaire. Action Sociale Populaire, ASP. Boîte postale 7, 91 201, Athis-Mons, CEDEX. Action sociale populaire, ASP, boîte postale 7, 91 201, Athis-Mons, CEDEX. Et de quel linge manquez-vous le plus? Principalement, alors on prend du linge, des chaussures. Alors là aussi, le problème, c'est qu'on a tout un réseau de SDF qu'on connaît. Et d'une maraude sur l'autre, on leur dit qu'est-ce qui vous manque. Alors des fois, on a du linge, des fois, on n'a pas de chaussures, des fois, on n'a pas les bonnes pointures. Il nous faut de tout. Principalement du linge pour hommes, pour femmes aussi, parce qu'il commence à y avoir pas mal de femmes. Il nous faut des chaussures, des sous-vêtements, des soquettes, des duvets, des couvertures. Tout est le bienvenu, de la nourriture sèche, donc tout est le bienvenu. Parce qu'on a des réseaux, alors ça bouge d'une année sur l'autre, on a fait des pré-maraudes pour faire des repérages, parce qu'il y a des endroits où il y a des secteurs où ils sont plus, donc on change de secteur. Mais tout est le bienvenu. Par contre, on m'a proposé du linge pour enfants. Il n'y a plus beaucoup maintenant de femmes avec enfants dans les rues. Donc ça, on n'a pas besoin. Mais tout le reste, c'est le bienvenu. Allez-y, Arnaud. Donc oui, effectivement, on incite les auditeurs à le faire, à un don pour l'Action Sociale Populaire, après avoir bien entendu fait leur don pour Radio Courtoisie. Bien sûr. Mais moi, il y a aussi une chose qui me frappe littéralement de voir Paris, c'est de me dire qu'il y a une quarantaine d'années, les politiques étaient arrivés enfin à ce que l'on se débarrasse des bidonvilles à l'entrée de Paris, dans l'approche banlieue. Et maintenant, quand je prends les trains de banlieue, je vois tous ces campements, principalement de Rome, mais j'ai l'impression de voir des bidonvilles. Et je me dis que Paris est en train de devenir une capitale du tiers-monde. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, on l'avait déjà dit dans votre émission, Monsieur Marin, c'est qu'il y a quand même une politique assez hypocrite. Il y a des secteurs où il y a des hôtels de luxe. Et on s'arrange pour évacuer les gens parce que ça fait un peu désordre dans le décor. Mais c'est vrai qu'on sent très bien qu'il y a un abandon, un laisser-aller. Quand on arrive à 3h du matin dans les rues de Paris, à Saint-Lazare, c'est sale. Il y a des journaux partout, il y a des détritus partout. Voilà, il y a un laisser-aller, c'est d'une tristesse. Et puis la misère, encore une fois, s'étale de plus en plus. Et bien sûr, bon, je crois que c'est là où on est quand même quelque part à la fin de quelque chose. C'est que bon, ils peuvent plus tenir les choses comme ils les ont tenues. L'assistanat, ça. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on a des espoirs par rapport à nos convictions. Ce système qui s'est coopté jusqu'à présent n'a pas un brillant avenir. Il est derrière lui. Alors, amis auditeurs, essayez, quand vous aurez versé votre cotisation à Radio Courtoisie, essayez d'envoyer quelque chose au pasteur Blanchard. Hein. C'est pour tous les
tous les malheureux. Oui, parce que sans vous, voilà, donc on est que des bénévoles, on est aidé par personne et on existe. C'est pour ça que je vous remercie de nous passer. On n'existe que grâce à vous et par vous, parce que bon, voilà, on a que ça. Et bien sûr, comme a dit Jean-Marie Le Pen tout à l'heure, il ne faut pas espérer avoir des. Quand on voit les subventions données aux associations caritatives, je ne veux pas critiquer, je ne dis pas qu'ils font pas du bon travail, mais ils sont financés quand même à hauteur très très importante. Nous, on n'aurait droit à aucune subvention. En dehors de passer sur courtoisie, on n'a aucune aide. Alors, on a quelques annonces importantes à faire. On nous demande de rappeler le numéro portable du pasteur Blanchard, 06 74 03 18 15. Je rappelle également la messe anniversaire pour le repos de l'âme de Serge de Veketch, dite par le père Jean-Paul Arguarche, qui sera célébrée en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile le samedi 1er octobre 2011 à 11h. Un verre de l'amitié suivra en un lieu proche. Les dames sont invitées à participer au buffet en apportant des nourritures solides et les messieurs en apportant des boissons. Une libre participation aux frais pour la location de la salle sera demandée. C'est-à-dire samedi prochain. Voilà. Alors également, je rappelle le livre de Charlotte Charpeau, C-H-A-R-P-O-T, qui a écrit « Madame, vous êtes une prof de merde » aux éditions J'ai lu. Alors, ils ont un vocabulaire très très distingué. J'annonce aussi Il nous reste 2 minutes. 27e université annuelle du Club de l'Horloge. Samedi et dimanche 9 octobre 2011, espace Léopold Bellan, 64 rue du Rocher, Paris 8e. Vous pouvez appeler le Club de l'Horloge au 01 42 94 14 14. 21e marche de prière pour la vie, c'est à Paris le samedi 15 octobre, organisée par Renaissance catholique, marche au flambeau de Notre-Dame des Victoires au Sacré-Cœur de Montmartre. Le rendez-vous est à 17h45 devant Notre-Dame des Victoires, métro Bourse. Conférence au centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, Paris 12e, le mardi 4 octobre à 20h. C'est un débat entre Jacques de Guillebon et l'abbé de Tanoirne sur Frédéric Ozanam et la démocratie chrétienne. Et pour terminer, du théâtre, avec la dernière lettre de Marie-Antoinette, interprétée par Ophélie Humbert-Claude au théâtre Les Déchargeurs, 3 rue des Déchargeurs, Paris 1er, les vendredis et samedis à 20h du 26 août au 23 décembre. Un téléphone 08 92 70 12 28 www.lesdéchargeurs.fr. Eh bien, c'est terminé, Michel? C'est terminé. Eh bien, alors, également, on nous demandait comment, si on pouvait obtenir le poème à Jean Ferré. Oui, il suffit de le photocopier. Vous demanderez au secrétariat. Poème de Jean Dessélas. Voilà. Donc, je renouvelle mes remerciements à Jean-Marie Le Pen pour sa formidable prestation. Je salue, mais il a été obligé de partir, notre ami le marquis Jean-Paul Chériguez de Olmeta. Un grand merci au pasteur Blanchard à qui je souhaite de tout cœur d'être entendu. Merci Michel, merci Arnaud et un grand merci à Franck, à la technique. Prochaine émission du Libre Journal de la Résistance française animée par votre serviteur Gérard Marin le mercredi 26 octobre. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, assisté de Michel, diffusé en direct mercredi 28 septembre 2011 de 18h à 21h, en différé jeudi 29 septembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative et qu'afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 € ou 15 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix.
En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.